Radio Foot International, Annie Gasnier. Bienvenue dans le Café des Sports de Radio Foot International sur RFI. Vous en avez l'habitude, comme chaque vendredi, ce Café des Sports à suivre, écouter, commenter, critiquer, mais aussi à regarder comme un très fidèle auditeur des portes Beavogui de Conakry en Guinée, dans le quartier d'Almania, dans la capitale de la Guinée. Il nous écoute, nous a-t-il dit, et surtout il nous regarde. Nos invités sont là, ils sont arrivés dans le studio. Xavier Barré et Rémi Ngono, bonjour messieurs. Bonjour Annie. Bonjour, et d'ailleurs j'ai dit à tous mes fans de la page Facebook que j'ai envoyé un camion remorqué Xavier Barré qui est parti de Prague à vélo et il avait une crevaison. Donc il faut quand même remercier parce que tu es arrivé après cette crevaison. Hein, c'est pas mal, hein, mais c'est notre sportif de l'étape. Non, le sportif, c'est l'ancien joueur. Aujourd'hui, il est dans le menu, Marc Libra. Bonjour Marc. Bonjour Annie, bonjour à tous. Ancien joueur de l'OM et puis le Réfé est revenu. Bonjour Alejandro Valente. Bonjour Annie, bonjour à tous. Merci d'être là dans ce Café des Sports. Nous parlons donc de ce PSG-OM, le match au sommet de Ligue 1. Est-il encore d'ailleurs passionnant ? Existe-t-il du suspense sur l'issue de la rencontre alors que l'OM ne gagne plus au Parc depuis février 2010 ? Le match passionne au moins les supporters du côté de Dakar et vous entendrez pourquoi. Intéressant pour nous, le face-à-face entre les deux numéros 9 argentins de cette rencontre, Mauro Icardi et Dario Benedetto, pour créer le suspense. Qui sait sur ce match ? Pas de suspense pour l'aventure européenne de Rennes et Saint-Etienne qui n'ont pas gagné leur match. Une soirée même cauchemardesque pour le stade rennais. Nous avons plutôt retenu, nous, la belle soirée de Nicolas Pepe, sauveur d'Arsenal, avec un magnifique doublé. La Bundesliga se joue dans un mouchoir de poche. Les 9 équipes du haut du classement se tiennent en 2 points. Y a-t-il une explication à ce drôle de classement ? Et puis évidemment, vous en avez l'habitude, nos cartons pour refermer ce Café des Sports. Le Café des Sports donc de Radio Foot. Les débats, c'est parti. Il est dans son jardin, Ben Arfa. Eh oui. Quel joli but. Chaud, et voilà. Et voilà le travail. Et l'erreur d'Edel. Allez, Benoît Chéroux. Voilà le troisième et c'est plié. Formidable victoire de l'OM 3-0. Ça, évidemment, cette victoire, c'était avant, quand on disait encore peut-être classico plus que classique, quand on faisait encore la comparaison avec un classico qui d'ailleurs n'aura pas lieu en Espagne. Alors place au classique français qui a perdu de sa superbe pour être appelé comme cela, mais la différence de niveau explique bien sûr tout ce manque peut-être de suspense. Les moyens, bien sûr, des deux clubs ont beaucoup changé entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique Marseille. L'Olympique qui ne gagne plus donc depuis le 28 février 2010 à Paris et qui a déjà encaissé 8 défaites en 9 ans sur cette pelouse du Parc des Princes. Mais la passion, vous le savez, est aveugle. Et certains supporters veulent encore croire aux chances de l'OM. Écoutez Marc, vous avez des supporters lointains, passionnés, et notamment du côté du Sénégal, à Dakar, Alioune Diop, chargé de communication de l'Association des Marseillais du Sénégal. Eh bien l'AMS prépare un week-end de fête. Écoutons Alioune. Nous sommes des Marseillais et nous allons gagner et nous allons gagner. Les supporters marseillais du Sénégal ont organisé à Dakar pour rassembler tous les supporters de l'OM au Sénégal un grand fan zone et cette fois-ci ça va être spécial parce qu'on a des invités, des dirigeants marseillais qui se sont déplacés. Avant tout, le samedi à Dakar Sacré-Cœur, déjà il y aura un classico Olympique de Marseille Paris Saint-Germain qui va se dérouler d'abord entre les supporters du Paris Saint-Germain et les supporters de l'Olympique de Marseille. Ici au Sénégal, les supporters marseillais ont tendance à gagner chaque fois. On est les plus forts et nous les supporters de Marseille, on va gagner ce match à Dakar. Pourquoi pas montrer la voie aux joueurs de l'Olympique de Marseille pour gagner ce match contre le Paris Saint-Germain. Quel est le groupe de supporters le plus important à Dakar ? C'est celui des supporters de l'OM ou c'est celui des supporters du Paris Saint-Germain qui compte désormais dans ses rangs un international sénégalais qui s'appelle Idrissa Gueye ?
Il n'y a même pas de quoi fouetter un chat. Vous savez, Olympique de Marseille, ici à Dakar, au Sénégal en particulier, même s'il y a un joueur sénégalais qui joue là-bas au Paris Saint-Germain, il n'y a même pas photo. Nous, les supporters de l'Olympique de Marseille au Sénégal, on est très nombreux. Au moment où je vous parle, on est plus de 3000 et quelques dans toutes les régions du Sénégal. Lors de la finale contre l'Atlético Madrid, les supporters de l'AMS ont rempli le centre culturel français. Vous pouvez même le demander à un aveugle, il va vous dire que les supporters de l'Olympique de Marseille sont beaucoup plus nombreux au Sénégal. Marseille est beaucoup plus nombreux. PSG Marseille au Parc des Princes, qui est favori? Comme on le dit, impossible n'est pas Marseille. Et à chaque fois qu'on est sur le terrain, nous, on se dit qu'on va gagner. Même si on perd, on se dit que on est les meilleurs. Et honnêtement, nous, on y croit et on croit que cette année, Marseille va gagner le Paris Saint-Germain chez lui. Le retour de Dimitri Payet, en plus aussi, notre gardien Mandanda, il est en pleine forme. On a aussi Maxime Lopez, le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille. On voit que ils font de bonnes choses. On pense que Benedetto, il va nous marquer ce but. On en a besoin. Et si on marque, on pourra faire la différence pour ce dimanche. À Marseille et partout ailleurs, nous sommes l'OM Nation. Justement, d'ailleurs, cette association, l'AMS, deviendra officiellement l'OM Nation. C'est pour ça, d'ailleurs, que des envoyés spéciaux de l'OM sont à Dakar pour le week-end. Et l'avant-match, donc, entre supporters aura lieu au Dakar Sacré-Cœur samedi à 15h. Et puis, pour suivre le match, ça sera au Dakar Olympia Club. Ça fait chaud au cœur, Marc, ce genre de propos, de passion surtout, si lointaine. Ça touche Marseille, c'est tout le temps pareil. Pour être allé il y a quelques années, en étant retraité avec les anciens, l'OM Star Club, nous étions allés jouer à Dakar. On a vu cette folie autour d'anciens, parce qu'on était des anciens. Et ça avait été très impressionnant. Et c'est vrai que j'ai envie de vous dire qu'il n'y a pas de place pour le PSG. Oui, soyons sérieux quand même. Mais tout a été dit avant, tout a été dit. Je valide. C'est vrai. Et ces supporters, on les avait rencontrés lorsque nous étions allés enregistrer des émissions à Dakar. Alors, aura-t-on un match équilibré ou déséquilibré ? Alors que finalement, l'OM n'est que 4e au classement, avec déjà quand même 8 points de retard sur le premier. L'OM qui retrouve son meneur de jeu, Dimitri Payet. Les Marseillais sont prêts, ils connaissent leur adversaire. En tout cas, c'est ce qu'a raconté avec humour le défenseur central, Bouba Kamara. Des propos qui ont d'ailleurs un peu énervé sur la Canebière. C'est des joueurs que tout le monde connaît, que tout le monde joue à FIFA avec. Donc, il ne faut pas calculer ça. Il faut aller, il faut jouer et pas calculer qui est en face de soi. C'est un classico, c'est un match en jeu pour tous les supporters marseillais et pour nous-mêmes. Donc c'est à nous de montrer nos valeurs. Faut pas calculer, mais ils sont quand même... ils s'entraînent sur FIFA, c'est ça c'est le bon entraînement, ouais, on les prend sur FIFA, entre guillemets. Non, mais il n'y a pas de question à se poser par rapport à ce match-là. Paris est supérieur, il n'y a pas de problème. Mais Marseille adore cette situation. Marseille est toujours, entre guillemets, la capitale, montée à la capitale pour essayer de battre le grand PSG. Il y a toujours eu ce rapport de force dans les années 90, quand j'ai commencé à jouer, c'est on va à la capitale, on va à Paris pour gagner, parce que nous, on est les petits, et Paris, c'est la capitale, c'est les grands, ils ont tout. Et actuellement, encore plus aujourd'hui. L'OM était le numéro 1 dans les années 90. On était numéro 1, mais il y avait toujours cette histoire qu'il y a eu après avec certains médias, Canal+, et tout ce qui a été monté, le fameux classico qui monte à l'époque. Tout a été enchaîné. Et puis aujourd'hui, on en parle encore aujourd'hui. Mais quand il dit Bouba Kamara, ouais, on s'entraîne et tout ça en virtuel, mais dans la tête des joueurs, Marc, est-ce qu'on a peur quand on arrive dans la capitale, quand on arrive dans le Parc des Princes et qu'on va jouer quand même ce match qui est différent des autres ? C'est une très bonne question, Annie. On ne me l'a jamais posée. Peur, non. Par contre, on sait très bien de qui on a en face. Je prends un exemple. Moi, j'ai croisé le grand Arsenal des années 2000 ou le grand Chelsea de l'époque, dans les années 2000-2002. On va à Chelsea ou on va à Arsenal, mais on n'est pas serein. Bon, on voit très vite qu'à la mi-temps, il y a un écart abyssal entre nous. Mais non, on ne peut pas avoir peur. Par contre, vous avez Kylian Mbappé en face de vous. Vous vous dites, j'ai intérêt vraiment à le surveiller parce qu'autrement, je lui laisse 1m50 ou 2 mètres, je ne le vois plus. Donc, il y a toujours une crainte. Il n'y a pas de peur. Pour moi, je n'avais pas de peur. Par contre, ce qui est sûr, c'est que vous voyez ce que j'ai aimé en Écosse, en Angleterre, c'est qu'on va jouer au Celtic ou aux Rangers. On est Hibernian ou Livingston, on joue en Première Ligue, on joue et tout. Mais vous savez que vous allez morfler, mais vraiment, ça va très mal se passer, c'est-à-dire vous risquez de perdre. Par contre, votre coach, il vous dit, les gars, ça va être dur, mais jouez, faites-vous plaisir. Bon, à la mi-temps, il y a 4 ou 5-0, mais par contre, à la fin du match, il y a 6-3 ou 6-2. On a joué, on n'a pas eu de regrets, mais on sait que c'est difficile. Et l'entraîneur ne vous dira pas, et des fois en France, c'est vrai qu'on nous dit, ah ben non, mais ça va être difficile, c'est compliqué.
il n'y a pas de peur. Par contre, il y a une crainte en se disant attention, faut être. Et puis après, avec le temps, Le but, c'est de ne pas se prendre trop de buts. Rapidement. Si l'OM se prend 6-2 à Paris dimanche soir, je ne suis pas sûr que le lendemain sur la Canebière, tout le monde dise c'est bien, ils ont bien fait de jouer. Mais tout dépendra du match, de l'intensité que tu mets dedans. Si les gars, ils jouent, on se rappelle la première de Rudy Garcia, il fait 0-0, comment ouais. Pas de tir, rien. Les gens étaient contents et c'était catastrophique de voir ce genre de choses. Ouais, mais les gens étaient et tous les supporters étaient heureux. Donc de te dire aujourd'hui, quand tu es joueur ou supporter, de voir un tel spectacle où les gars ils vont s'engager, ils vont pas tricher. Tu sais, à Marseille, il faut pas tricher. Donc, on se souvient d'un match où Radio Foot était parti, ce match OM-PSG qui avait terminé 2-2 et qui avait une odeur de victoire. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y avait vraiment eu un match et de l'intensité. Une intensité. C'était à Marseille. C'était à Marseille, oui, avec l'égalisation de Cavani sur coup franc. Comment imaginer justement? Est-ce que c'est encore un sommet ce match, celui qui aura lieu dimanche soir? Est-ce qu'il y a un suspense? Vu le niveau de la Ligue 1, oui, c'est un sommet quand même, parce que sinon, qu'est-ce qui nous reste ? On a encore vu, on va en parler, là, des prestations de Rennes et de Saint-Etienne en Europa League. Donc, du coup, oui, il faut bien se raccrocher à ce qu'on a comme affiche. Et l'affiche en France, c'est PSG-OM, PSG-Lyon et OM-Lyon. C'est voilà les trois vrais chocs avec des équipes à vocation européenne. L'OM n'est pas européen cette saison, mais c'est un club qui a les structures, qui a je serais même tenté de dire l'effectif. Pour être européen, ils auraient dû l'être pour moi cette saison encore. Maintenant, il ne faut pas se faire d'illusions. Le PSG est tellement au-dessus que si l'OM accroche un nul, ce sera une performance incroyable. Rémi, la victoire est garantie d'avance pour le Paris Saint-Germain alors ? Mais puisque Radio Foot est garanti, et depuis que Radio Foot a commencé, on n'a jamais vu de victoire de Marseille. Donc, c'est le même débat. C'est bien. J'aime bien mon cher ami, il est courageux, mais ça finit toujours dans la marmite, dans la sauce. Donc, il y a toujours une première fois. Mais écoutez, cette première fois, on l'attend vainement. C'est à peu près comme il y aura une première fois où le coq aura les dents. Sauf que pour l'instant, le coq n'a pas les dents. Nous vivons l'instant présent. Et quand moi, je vois cet instant présent, je vois qu'il n'y a vraiment pas match et je vois aujourd'hui toujours que nous finissons toujours à dire non, l'OM a -1, il s'en est fallu d'un quart de poil de mollet de fourmi pour que ça passe. Cette fois-ci, on a quand même bien joué, mais voilà, l'essentiel c'était qu'il fallait mettre l'intensité, comme justement mon cher ami en train de le dire, et on a eu un poteau, on a eu la balle qui est passée à 1 millimètre du poteau. Quelque chose autour du match, Rémi. Alors pour moi, je sais que c'est presque toujours malheureusement une chose. L'OM, c'est toujours beaucoup d'espoir, mais à la fin du compte, c'est beaucoup de désespoir. L'OM, c'est toujours un bon début et finalement, ça s'écroule. Mais bon, voilà. Il y a un proverbe africain qui dit « Quand on vit d'espoir et de regret, on meurt de faim ». Alejandro, ce match, c'est une première pour l'entraîneur portugais André Villas-Boas, qui lui aussi a eu des petites déclarations disant oui, c'est un match de plus. Bon, il a peut-être voulu dégonfler l'histoire avant, mais en tout cas, ce sera aussi le premier match pour quelqu'un pour deux Argentins qui, certes, ont l'habitude de chaudes ambiances du côté du Rio de la Plata. Mais on a d'un côté l'Argentin Dario Benedetto, plutôt bien acclamé désormais par le Vélodrome, et ils l'ont plutôt bien adopté pour l'instant. Vraiment. Ce numéro 9 qui a un peu l'esprit marseillais. Et puis de l'autre côté, on a aussi un Sud-Américain, Mauro Icardi. Icardi qui se retrouvera face à Dario Benedetto. Est-ce que c'est là aussi un match entre les deux sans suspense ? Forcément, il y aura match parce que ce sont deux joueurs qui vont découvrir ces classiques français. Ils vont être impressionnés ? Non. Je crois pas, parce que c'est vrai que Benedetto a l'habitude de jouer à Boca Juniors, donc évidemment, il connaît des ambiances très, très importantes. Et Icardi, il a peu joué en Argentine, il a été formé plutôt à Barcelone, mais à l'Inter de Milan, il a quand même eu l'occasion de jouer des matchs très, très chauds aussi. Le derby milanais, n'est-ce pas ? Donc je pense qu'ils ne seront pas du tout impressionnés. Après, je trouve qu'Icardi est un joueur qui est dans une meilleure dynamique et il marque beaucoup de buts ces dernières semaines, alors que Benedetto... en championnat, ils sont à peu près tous les deux au même niveau. Mais ça fait un moment que Benedetto n'a plus marqué, alors qu'Icardi est en pleine dynamique. Et il y a une entente qui marche bien apparemment avec Di Maria, même avec Mbappé, les minutes qu'ils ont joué ensemble. Donc on sent qu'il y a quelque chose qui se passe, alors que Benedetto est parfois un peu isolé. Le retour de Payet lui fera du bien sans doute, mais il a beaucoup de mal à se créer des vraies occasions. C'est le seul
problème pour Benedetto, qui est pour moi un attaquant qui est capable de marquer des buts, comme à une certaine époque à l'Olympique de Marseille, où on avait un vrai neuf, et il faut jouer pour lui. Et aujourd'hui, quand on voit le week-end dernier l'Olympique de Marseille, où on a Germain d'un côté ou Sarr de l'autre, qui doivent d'abord penser à défendre avant d'attaquer à la maison face à Strasbourg. Alors, c'est vrai que Strasbourg a joué très bas, mais Benedetto, il a prouvé qu'il est capable de jouer en remise et d'aller marquer des buts. Maintenant, si on est capable de faire une équipe, c'est-à-dire gagner 10 ou 20 mètres un petit peu plus haut au niveau de la défense et de jouer plus proche de lui, il donne des ballons, il va marquer des buts. Et après, ce genre de joueurs-là, ils aiment cette ambiance-là. C'est ce qui les nourrit, c'est commencer à se brancher d'entrée avec Silva, avec Marquinhos, et aller au contact, au charbon. Mais ça, ils adorent ce genre de choses. Si on me dit qu'ils ont peur d'un classique entre Paris et Marseille, avec ce qu'ils ont vécu... Mais par contre, voilà, après tout ce qu'on peut en faire autour, mais dès que ça va commencer à rentrer, ce genre de joueurs, ils adorent ça. Et si on le sert, il est capable de marquer des buts, ça c'est sûr et certain. Mais non, est-ce que Marseille va jouer ou pas? C'est autre chose. Rémi, Silva et Marquinhos, ils ont l'habitude aussi de ce genre de rendez-vous. Donc, je pense que le seul avantage de l'OM dans cette affaire, c'est qu'eux, ils ont eu toute la semaine pour préparer ce rendez-vous, alors que le PSG a quand même eu un match européen, même si ça n'a pas été un match très compliqué. C'était un match d'entraînement pour le PSG. Oui, le résultat est un peu trompeur. C'est difficile. C'est vrai. Ils n'ont pas été convaincants. Voilà, ils ont dû aller à Bruges, ils ont dû livrer un match, et donc ils ont 90 minutes dans les pattes que n'ont pas l'OM, puisque eux ne sont pas européens. Rémi, moi j'aurais une question sur... alors on parle de deux Argentins, l'un face à l'autre, mais dans la même équipe, on a un Icardi et aussi un Cavani. Cavani blessé ces derniers temps, uruguayen, qui revient, qui est aussi un numéro 9. Selon vous, quel doit être le choix de Tuchel? Pour moi, c'est Cavani. Quand El Ref me dit... Oh oui, Icardi, il marque des buts et tout. Je regarde son bilan, il n'est pas aussi fantastique que ça. Il faut savoir que, contrairement à ce qu'on dit, même Cavani, les 6 premiers mois à Paris Saint-Germain, c'était quand même 18 buts. Et sur les 18 buts, c'était en 23 matchs. Et quand on essaie de regarder ce que Icardi fait, bien évidemment, Icardi n'a pas cette qualité que Cavani a. Les gens oublient que Cavani... C'est des joueurs différents, mais Cavani, c'est... quelqu'un qui non seulement a un apport sur le plan offensif, mais aussi défensif. Ce que Icardi n'a pas. Et quand on essaie de regarder... Mais Cavani a beaucoup plus de déchets qu'Icardi. Mais quand tu me parles de déchets, Icardi, il n'a pas ce coup de rein que pouvoir avoir un Paoletta. Il ne peut pas avoir cette vision que pouvoir avoir un Daleb, que pouvoir avoir un Pelé. C'est ça. Pour vous dire, ou bien comme Zlatan, ce n'est pas du Zlatan. Ça, c'est un joueur, c'est un attaquant de seconde zone. N'oublions pas ça. C'est seconde zone. Heureusement que le Paris Saint-Germain n'a pas pris Rémi Ngono Tourelle comme entraîneur, parce que sinon ils aligneraient encore Mustapha Daleb et Safet Souzic, qui étaient des joueurs magnifiques. Mais bon, aujourd'hui, clairement, Icardi, il est devant, puisque déjà il a 6 ans de moins. Ça mais bien sûr qu'il est devant. Avec quoi mais tout simplement avec la forme du moment. Cavani il est blessé. Cavani n'a pas joué. Cavani, il est blessé la moitié du temps maintenant. Et Icardi, il arrive effectivement, on avait des doutes sur lui. Il n'était pas très performant, il avait très peu joué ces derniers mois avec l'Inter de Milan. Ah oui, parce qu'il ne valait rien. Parce qu'il y avait des disputes. Il y avait un problème avec le club. Exactement. On dit aussi de Cavani aujourd'hui. Non, il n'y a pas de dispute. Il y a tout simplement qu'il est en fin de contrat, que le PSG ne va pas le renouveler parce qu'il a 32 ans et qu'ils ont trouvé le successeur qui s'appelle Icardi. Donc c'est pas un problème, c'est une solution qui a été trouvée par le PSG. Marc, c'est tout. Je vais peut-être essayer de vous départager. Allez-y. Quand on a une équipe très offensive qui est capable de faire du jeu, on peut mettre Icardi, on peut mettre Cavani. Par contre, si le PSG va devoir faire des efforts, on peut mettre Cavani à ce moment-là, parce que Icardi, certes, ne va pas faire les efforts. Ça, c'est très important. Maintenant, on ne va pas reconduire Cavani la saison prochaine ou pas, ou Icardi, qui est en option à 35 millions, c'est ça, ou je sais pas. 70 millions. Voilà, 70 millions. Est-ce qu'aujourd'hui, pour la saison prochaine, on peut se poser la question de dire Icardi sera le fer de lance du PSG avec ce qui peut se passer sur cette saison, et surtout que sûrement il n'y a peut-être plus Mbappé la saison prochaine et plus Neymar. On peut se poser la question de dire Icardi. Moi j'adore Cavani, je suis pro Cavani à 100%. Icardi a pour moi aujourd'hui, Rémi, un ton au-dessus parce qu'il a joué. Et surtout, le révélateur, ça va être les deux joueurs d'à côté, c'est-à-dire que Di Maria et Mbappé, avec qui il va jouer. Ça peut être Je sais bien, je sais, mais il faut le prendre en compte. Qui va vouloir jouer? Qui va vouloir jouer quand on est dans le dur? Est-ce que Mbappé va se dire je préfère avoir un Cavani qui va aller au charbon, qui va me prendre 2 joueurs et qui va me créer des espaces, ou Icardi qui va attendre tranquillement que je fasse l'extérieur pied gauche ou pied droit pour centrer pour lui? Et ça, les deux joueurs, soit Cavani ou Di Maria,
Et l'effort, il est différent. C'est pas pareil. Alejandro, ces deux joueurs, en même temps, sont différents, notamment Icardi, qui gêne beaucoup les défenseurs et qui finalement mobilise aussi. Icardi est la typique attaquant de surface, qui est toujours près du but, qui est toujours à l'affût, qui gêne beaucoup les défenseurs parce qu'il est toujours dans le frottement, dans le combat, dans la volonté de déstabiliser, d'essayer de trouver un petit espace. Et il est très efficace. Quand même, en Ligue des Champions, qui est un tournoi important pour le PSG, c'est lui qui fait le but de la victoire face à Galatasaray. C'est lui qui ouvre la boîte face à Bruges au moment où c'était pas si commode pour le PSG, et même contre le Real Madrid, il fait un bon match. Donc, les gens ne se rendent pas compte, mais le but de Bruges, bien sûr que c'est facile, mais il faut avoir l'intelligence de jeu d'être là au bon moment. Parce que les gens, ils pensent, c'est facile à mettre. Non, c'est pas facile. Il faut avoir l'intelligence à un moment donné d'être là. Celui qui disputera... Donc, pour vous, aujourd'hui, c'est-à-dire que le match référence d'Icardi, c'est qu'il a marqué contre Bruges. Tu n'écoutes pas, mais j'ai pas dit ça. Vous me parlez de Cavani. Cavani qui est titulaire en Uruguay, qui est le fer de lance avec mais je t'ai pas dit le contraire. Mais Icardi, il n'est même pas... Quand vous allez le mettre en Argentine, vous allez dire que vous voyez Messi est mal entouré, Icardi, c'est pas de bon joueur et tout et tout. Et aujourd'hui, vous dites c'est un grand joueur. Icardi, c'est un grand joueur. Je dis que c'est un joueur efficace. Quand on marque en Italie, on marque plus de 180 buts. C'est que ça tient la route. 180 buts en Italie avec l'Inter, c'est que tu commences à peser un petit peu. En tout cas, celui qui disputera son 22e classique, eh bien, c'est Steve Mandanda, le gardien, qui sera dans les buts. Autre match important de cette 11e journée de Ligue 1 en France, eh bien, ça sera Lyon. Lyon qui reçoit Metz. Lyon toujours à la recherche d'une victoire. Et puis, peut-être l'occasion aussi pour deux clubs français de se rattraper, comme Rennes ou Saint-Étienne. Ce sera un coup franc à l'entrée de la surface, mais c'est surtout un carton rouge. C'est parti, c'est but. Aïe aïe aïe, le pire des scénarios, le pénalty. Concentration, Mbaga, il est à côté. Mais c'est pas vrai. Rennes s'incline 1-0 après un scénario cauchemardesque. Un cauchemar, effectivement, qui n'en finissait pas hier soir pour le stade rennais. Ces deux cartons rouges, ce but de Cluj, le pénalty raté. Une mauvaise passe en Ligue Europa, mais aussi en championnat pour Rennes. Comment on se relève de ce genre de scénario, plus que le résultat, parce que finalement, ils ont encaissé qu'un but. Comment on se relève de ça, Xavier Barré, et comment, surtout, on essaye de se redresser en championnat, puisque c'est quand même aussi au quotidien, le pain quotidien est le plus important. Mais ça va être un match importantissime pour les Rennais, et surtout pour leur entraîneur, Julien Stéphan. Parce que c'est vrai que là, on s'est raccroché hier soir, les commentaires d'après-match, il y a eu effectivement une conjoncture de mauvais événements. L'exclusion du gardien, le pénalty raté. Donc à l'arrivée, même si les Rennais finissent le match à 9, ils se retrouvent quand même dans une situation... acculée. Même pas en plus, c'est ça qui est terrible, parce que cette équipe, j'ai re-regardé le match cet après-midi. Oui. Absolument. Donc il y a vraiment le regret d'avoir laissé filer comme ça, par une accumulation d'erreurs, un match qu'ils auraient dû gagner. Mais le problème, c'est que ça fait quand même 9 matchs maintenant que c'est comme ça en championnat. Alors, comment cette équipe qui a été capable de battre le Paris Saint-Germain fin août en est maintenant là? Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, Julien Stéphan a procédé à certains choix. Il a écarté Grenier hier soir pour le match d'Europa League, de Ligue Europa, qui est pourtant le meneur de jeu habituel de cette équipe. Qu'est-ce qu'il va faire lors du match de championnat dimanche? C'est quand même là où maintenant on l'attend et où ses choix vont devoir déboucher sur une victoire, parce que ça devient maintenant urgent pour le Stade Rennais. Marc, c'est dans la tête des joueurs là, parce qu'on a vu une solidarité, c'est ce qui a un peu surpris. Il y a une grande solidarité sur le terrain entre les joueurs. On a des images, que l'on voit. Après, est-ce que la réalité sur le terrain, c'est vrai que c'est plein de bonne volonté, mais ils ont perdu un joueur qui s'appelle André, qui est parti à Lille, qui a fait un match énorme, qui était très important, avec Grenier aussi dans ce rôle-là. Hier soir, il y a ce petit gamin qui rentre, Pépé Bonnet. Pour lui, c'est très difficile. Le gardien, 16 ans, le gardien, à la place d'Edouard Mendy, qu'on a vu tout à l'heure en photo sur le Facebook Live. C'est la première erreur
c'est là, il y a le penalty, et après il y a les mauvais choix. Où nous, même Bourigeaud, 2-3 fois, ça doit décaler sur le côté. C'est-à-dire que faut bien se rendre compte, c'est l'événement, c'est la Coupe d'Europe. Même si c'est entre guillemets la petite Coupe d'Europe, c'est une Coupe d'Europe pour certains joueurs qui, il y a encore un an ou 2 ans. Eux, ils l'ont très bien joué l'année dernière en plus, on s'en souvient, ils ont été très loin. Ouais, mais pas tout à fait la même équipe non plus. En fait, non, voilà. Sûr, il y avait notamment Ben Arfa. En fait, j'ai l'impression mais je parle dans la motivation. Mais dans la motivation, Français, c'est-à-dire qu'il y a un état d'esprit, c'est-à-dire qu'il y a une équipe avec beaucoup de cœur et en championnat, des fois, on les retrouve pas. Donc, la chose la plus importante, c'est de jouer 3 ou 4 matchs septembre, octobre, novembre en Coupe d'Europe et de flamber parce qu'on sait que ça va flamber. Et en fait, ces jeunes-là, la plupart ne sont pas préparés pour le très très haut niveau et c'est arrivé trop vite. Il n'y a pas d'école pour apprendre ce genre de choses. C'est-à-dire que s'il y a la famille, s'il y a l'agent, là il faut que tu flambes. Pourquoi il ne faut pas flamber contre Dijon, contre Saint-Etienne avant? Ah ben non. Vous avez battu Paris, vous faites un exploit magnifique, il faut continuer. Et là, non, la Coupe d'Europe. Mais la Coupe d'Europe, c'est juste un élément qui peut faire qu'après, ça peut continuer. Et je pense que malheureusement, ils se perdent, ça les traumatise un peu et puis ils n'avancent pas. Rémi, en plus, on a vu par exemple Niang, qui parfois a été un vrai sauveur pour cette équipe de Rennes. Et là, il loupe le penalty, il loupe un face-à-face. C'est-à-dire que c'était aussi un des éléments essentiels qui avait aussi des défaillances hier. Quand on se limite à un match, on fait une fausse analyse. Et c'est ce que je dis. Non, mais je parlais du cauchemar d'hier soir. Ah oui, le cauchemar d'hier soir, c'est un cauchemar qui est saisonnier. Parce que c'est chaque fois... Mais non, l'année dernière, ils sont allés très loin. Ils sont allés où? En quart de finale. Ah bon, écoutez, lorsque vous voyez les matchs de Rennes la saison dernière, je vous dis quand même qu'un pénalty à la 90e minute marqué par... Ben Arfa, et puis vous vous retrouvez à un certain niveau, tout comme aussi l'OM à une certaine période s'est retrouvé en finale. Mais quand vous essayez de regarder le contenu du match, comme il a dit Bourigeaud, mais c'est pas possible qu'il puisse être à ces niveaux, parce qu'avec son expérience, et puis quand on dit justement qu'on pouvait quand même s'attendre à ce qu'il y ait une certaine maturité, parce que Mbaye Niang, j'ai l'impression, et d'ailleurs, lors de la CAN, je me rends compte qu'il fait une évolution à reculons. Le joueur qu'on avait vu à la Coupe du Monde, depuis un certain temps, alors qu'il était même devant Mané, aux yeux de beaucoup de gens, à la Coupe du Monde. Il n'a fait que descendre. Maintenant, il va carrément au rez-de-chaussée. Donc, lui donner un penalty à ce moment-là, cela veut dire que c'est aussi une erreur de coach. Et Grenier, c'est le dépositaire de jeu, la plaque tournante. Ça ne pas jouer, c'est terrible. Mais malheureusement, comme je vais vous le dire, quand vous essayez de voir, tout comme le bilan de la saison dernière, en 11 journées, on s'est retrouvé avec 7 défaites des clubs français, en disant toujours qu'ils ont donné, ils ont été, vraiment, ils ont voulu donner ceci et cela, et il n'y avait que 3 victoires. Et sur les victoires en Coupe européenne, il y avait peut-être le succès de Lyon, qui à l'époque, c'était contre Manchester City en Ligue des Champions. Mais sinon, les clubs français, en Europe, ce sont des distributeurs de points automatiques. Donc, on ne s'attend quasiment à rien. Il y a un proverbe africain qui dit: quand tu es chameau, tu supportes la charge. Parce que il se contredit dans ce qu'il dit. En plus, quand il parle de Mourinho ou de Zidane, il dit toujours c'est la faute des joueurs, c'est jamais la faute du coach. Là, toute la faute est du coach. Si Mbaye Niang rate son penalty, c'est la faute du coach. Si Edouard Mendy s'est fait expulser, c'est la faute du coach. C'est pas sérieux. Mais tout de suite, j'ai accusé Niang, donc j'ai parlé de l'évolution. C'est vrai quand même que vous vous êtes fait mal au doigt, mais maintenant vous vous faites mal à l'oreille. Non, mais c'est vrai qu'on peut être déçu effectivement par les prestations des clubs français, parce que contrairement à ce que disait Rémi Ngono, et vous l'avez très bien rappelé, Annie, Rennes l'an dernier fait un très beau parcours, l'OM va en finale l'année d'avant, donc les clubs français ne sont pas systématiquement des distributeurs de points pour les adversaires, contrairement à ce que dit Rémi Ngono. Bon, en tout cas, ceux qui ont distribué des points aussi hier, c'était Saint-Etienne. Il n'y a pas vraiment eu de puel time hier soir. Ce but en fin de partie qui les avait sauvés notamment contre Lyon. Match nul et son dernier du groupe I. Et l'objectif, c'est sans doute le championnat. Et ils recevront Amiens au Chaudron. Mais dans cette soirée, nous, on voulait donner quand même un coup de chapeau à Nicolas Pepe, son show dans le dernier quart d'heure d'une difficile rencontre des Gunners face à Guimarães. Arsenal's free kick, trailing 2-1, a little over 10 minutes to play. It's superb from Nicolas Pepe. It's 2-2. The substitute strikes. Nicolas Pepe. Will it be Pepe again? It will. It's in! This could be the night that Nicolas Pepe announces himself as an Arsenal player. 2 outstanding left-footed free kicks.
Marc, 2 magnifiques coups francs. Ouais. C'est quand même rare de réussir par 2 fois la même prestation. Nicolas Pepe, est-ce qu'on peut dire qu'il est enfin lancé dans son club? Parce qu'il a eu des difficultés au début. Si je me trompe pas, il a marqué qu'un seul but et c'était sur penalty quand Aubameyang l'avait laissé tirer de le lancer. Est-ce que c'est enfin lancé ou est-ce qu'il jouait aussi contre une défense qui n'est pas de première ligue? Enfin, par rapport à des coups francs, là, il peut avoir qui veut en face. Les coups francs sont très bien tirés. J'espère qu'il va basculer du bon côté parce que chaque fois, il y a cette concurrence avec 2 joueurs qui sont très importants, qui sont Aubameyang et Lacazette. Et lui, dès le départ, on n'a pas compris pourquoi il n'était pas titulaire à chaque fois. Là, aujourd'hui, il rentre encore une fois, il fait la différence. Le week-end dernier, il a un face-à-face et un centre en retrait qui rate alors qu'on commence à le critiquer parce qu'on parle toujours de son transfert, mais lui, il est pour rien pour son transfert. En tout cas, j'espère que ça va le débrider et qu'à partir de là, ça va... Parce que le talent, il a. Maintenant, il faut juste qu'ils se disent bon, je suis Nicolas Pepe, j'en ai rien à faire, il faut que je joue, parce que le talent, il a. Il va plus vite que tout le monde. Et il peut être le complément parfait maintenant, comme on fait quand Lacazette est là, quand Aubameyang est là et quand il est là. Parce que je pense qu'il y a peut-être un petit peu embouteillage. Parce qu'Aubameyang est redoutable, super fort. Hier, Aubameyang ne jouait pas. Non, mais je sais bien. Mais c'est pour ça que dans ce cas-là, je parle sur l'ensemble de la saison, on a 3 joueurs de très grande classe. Et il faut trouver le petit Nicolas Pepe qui rentre dedans. Et sans doute que Unai Emery sera très heureux de retrouver ce joueur. Oui, bien sûr. Et surtout qu'Arsenal a perdu lundi soir. Voilà, exactement. Il va pour la première ligue. Il ne va pas plus vite qu'Aubameyang. Oui, pour la première de la pointe et des vitesses. Voilà. Pour la première ligue, en tout cas, ce sera très important. À signaler aussi, hier, c'était un match, on le sait, qui devait être rejoué, celui de Ligue des Champions d'Afrique, et le Zamalek qui n'a réussi qu'une petite victoire 1-0 au Caire, mais qui a éliminé Génération Foot, le club sénégalais qui se retrouve en Coupe de la Confédération de la CAF. Direction l'Allemagne. On en parle partout. Dans les journaux, ça a fait la une. Regardez, c'est inédit. Après 8 journées, 9 équipes se tiennent en 2 points. Et tout ça pourquoi? Parce que personne ne parvient à s'échapper. This is the Bundesliga. Et oui, très bizarre ce tableau du classement du championnat allemand. En effet, entre le premier, Mönchengladbach, et le 9e, le Bayer Leverkusen, il n'y a que 2 points. Le Bayern Munich, d'habitude l'ogre bavarois, qui écrase un peu tout sur son passage, n'est que 3e. Certes, à 1 seul point donc du premier. Et le Borussia Dortmund est 4e avec 15 points donc chacun. Ils se suivent, ces 2 clubs qui d'habitude se battent pour être leaders. C'est essentiellement la différence de but qui fait le classement actuel de l'Allemagne. Alejandro Valente, selon vous, pourquoi cette situation ? Je pense que la situation vient du fait qu'aucune équipe n'a la régularité suffisante pour se détacher. On attend toujours le Bayern, voire le Borussia Dortmund. On sait que cette année, elles sont très irrégulières toutes les 2. Et même les autres équipes qui ont commencé à émerger, comme Borussia Mönchengladbach, comme Wolfsburg, comme Leipzig ou Schalke, alternent le bon et les moins bons. Aucune équipe n'a passé le mois d'octobre avec que des victoires. Et il y a toujours un coup d'arrêt. Mönchengladbach semblait bien détaché. Le week-end dernier, ils perdent face au Borussia. Donc tout ça montre qu'il y a une difficulté. Il y a même 2 équipes qui sont le Hertha Berlin et Hoffenheim qui ne sont pas très loin non plus. Donc on est plus de la moitié des équipes se tiennent vraiment dans sa mouchoir de poche. C'est lié à la structure même de la Bundesliga. Un championnat qui est né, il faut le rappeler, en 1963, donc bien avant les formules Première Ligue ou Serie A ou Ligue 1 en France. Donc c'est un championnat qui a un système très clair depuis sa création, 18 clubs, pas plus, contrairement aux autres championnats qui en ont 20. Et un système de redistribution des droits télé égalitaire depuis l'origine également. Des grands stades. Pratiquement tous ces clubs ont des grands stades. Donc et pratiquement toujours plein, toutes les semaines, parce que je crois qu'au Bayern, c'est 4 ans d'attente pour réussir à être sociaux. Dortmund, c'est 80 000 spectateurs à chaque match, là, au Westfalenstadion. Donc on a vraiment une culture du football en Allemagne qui est absolument incroyable. C'est le rendez-vous du samedi après-midi. Bon, il y a certains matchs qui sont décalés le dimanche, mais et on y va en famille.
Et on consomme le football, c'est le C'est ça sport. qui fait que Et les donc, équipes se tiennent à 2 points. C'est qu'il y a non, ça veut dire qu'il y a un système égalitaire. Un système égalitaire qui fait que tu n'as pas des places fortes, incontournables, qui vampirisent le reste de la compétition, comme en Espagne où il y a d'abord le Real et le Barça, puis les autres, comme en Italie. Ça change. C'était Bayern, et puis c'était Bayern Borussia. Mais regardez les clubs qui se qualifient pour la Ligue des Champions, par exemple. Alors effectivement, il y a le Bayern chaque année, il y a très souvent Dortmund, mais ça tourne les autres. C'est Leverkusen, c'est Hoffenheim, c'est Mönchengladbach, c'est Leipzig, ça tourne. Parce qu'il y a effectivement 10-12 clubs qui chaque année peuvent participer à la Ligue des Champions. Et c'est ça qui fait la force de la Bundesliga, son attrait aussi et son spectacle. Marc. Non, après, est-ce que certains clubs ont compris aussi, parce que quand on voit qu'en Italie, la Juve est arrivée après 7 ou 8 journées, puisqu'il y avait avec l'Inter un départ gigantesque de l'Inter. On a vu Séville qui démarrait très fort et le Barça, Madrid était derrière. Est-ce que on voit avec le PSG qui n'a qu'aujourd'hui 24 points, il me semble, c'est-à-dire qu'il y a eu déjà 2 défaites. Est-ce que certains clubs se disent, bon, finalement, ok, ça part, mais... on a vu par le passé avec le PSG qui démarre très fort et qu'en novembre-décembre, on se dit, alors il n'y a peut-être pas de gestion à ce genre de choses, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la plupart des équipes aujourd'hui, elles pensent peut-être à se dire, bon, ben ok, le championnat, c'est très très long, on va devoir gérer notre Ligue des Champions ou notre Coupe d'Europe et il faut penser à tout ça. Et ça, c'est peut-être important aussi. Et rappelez-vous, la saison passée, Dortmund n'est pas champion parce que c'est eux qui ont perdu le championnat. C'est pas le Bayern qui gagne, c'est Dortmund qui perd le championnat. Et le Bayern a été en attente. Cool. Rappelez-vous, le Bayern. Après, le Bayern aujourd'hui, il y a des blessés, il y a pas... mais ça tient la route. Et quand il va falloir, à mon avis, mettre le coup d'accélérateur, je ne sais pas s'ils vont pouvoir tenir la route. Donc, de démarrer comme ça, je ne suis pas forcément surpris. Et c'est vrai que d'avoir un championnat serré comme on peut l'avoir, ben, c'est plutôt intéressant pour toutes ces équipes-là aussi, comme l'expliquait Xavier. Rémi ? Je crois quand même que, contrairement à ce qu'on a souvent dit, que l'Allemagne, c'était toujours le Bayern. Bien au contraire. Moi, je suis convaincu que c'est un championnat très, 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 très compétitif. Ce n'est pas parce que le public y est là, mais lorsqu'on essaie de voir, par exemple, comment est-ce que le Bayern, dont on dit qu'il ne parvient pas à s'imposer aujourd'hui en Allemagne, comment est-ce qu'ils ont broyé Tottenham 7-2, c'est quand même inédit. Oui, mais Rémi, vous avez même vu Rummenigge dire ouais, mon équipe joue pas si bien que ça. Donc il y a une exigence au niveau du Bayern. C'est normal parce qu'il y a aussi une rupture des générations. Il y a une rupture. Quand vous perdez les ailiers, des débordements expérimentés comme Ribéry et Robben qui s'en vont, lorsque vous avez un Boateng qui boite, lorsque vous avez actuellement l'homme qui était la véritable muraille qui a été achetée à l'époque à 40 millions quand même quand il arrive, c'est-à-dire que Neuer, qui était un véritable mur, parce que c'était devenu lui l'homme de base du Bayern. Aujourd'hui, aussi. Voilà, il s'est blessé, il n'a pas retrouvé tout. Donc le Bayern n'étant pas si dominateur, ça donne ça aussi. Ça donne ça. Le problème aujourd'hui, c'est que le Bayern n'est plus dominateur. Le Bayern a perdu des éléments clés pendant que d'autres se sont renforcés. Et en même temps, comme je le dis, j'ai vu par exemple le match de Francfort contre l'OM où Francfort était 12e. Mais ils sont venus tabasser, malmener OM, et même en infériorité numérique. En tout cas, si c'est l'heure pour décanter dans ce championnat et cette journée, il y aura un derby important dans cette Bundesliga. C'est le derby de la Ruhr où Schalke 04 reçoit le Borussia Dortmund. Toujours beaucoup d'ambiance autour de ces deux équipes. Qu'un seul point sépare. Écoutons David Wagner, l'entraîneur de Schalke 04. Un derby échappe toujours à toute logique par rapport à ce qui s'est passé dans les semaines et les jours précédents. Nous savons tous que cela n'aura aucune importance pour le match de demain. Alors, ce match, effectivement, c'est toujours un peu chaud, les derbys, Xavier. Et c'est vrai que là, on va se retrouver avec deux équipes très proches. Et en même temps, c'est un match important pour Dortmund et pour Lucien Favre. Bien sûr, parce qu'ils ont fait un super début de championnat. Et puis, ils calent depuis. Ils calent aussi parce qu'ils ont la Ligue des Champions qui prend beaucoup d'énergie. En plus, dans un groupe difficile. Oui, dans un groupe difficile avec Barcelone et l'Inter de Milan. Ils ont perdu là à Milan. Donc c'est sûr que c'est compliqué. Et à l'inverse, Schalke, qui a eu l'année dernière une saison horrible, ils ont lutté pour le maintien presque tout le championnat. Là, ils sont complètement revigorés avec cet entraîneur, Wagner, qui était à Huddersfield en Angleterre, qui n'a pas réussi à maintenir Huddersfield, mais c'était déjà un exploit de les avoir fait monter. Et donc ils ont vraiment...
ils ont une dynamique extrêmement intéressante et j'avoue que c'est un derby. De toute façon, ces derbys de la Roure, ils sont toujours incroyables au niveau de l'ambiance, mais là, en plus, il va y avoir un enjeu sportif formidable. Effectivement, il y a toujours quelque chose de plus, un piment de plus, Alejandro, dans un derby. Bah oui, c'est logique et ça aurait pu être le week-end des derbies parce qu'il y en avait beaucoup qui étaient prévus ce week-end. Pas de classico en Espagne, on vous le rappelle. Et celui-là n'est pas le moins intéressant. Il n'y aura même pas de classico, même le 18 ans. Et remarquez une chose, c'est que Pas encore sûr, Alejandro. Rémi, le 18 décembre. Le 18 décembre, oui, parce que là, maintenant, ils vont en justice. Remarquez une chose, Annie, c'est que justement, pour compléter ce que je disais tout à l'heure, c'est que ce choc de la Ruhr entre Schalke, Nulfir et Dortmund, donc à Gelsenkirchen, il a lieu à 15h30, le samedi à 15h30, parce que c'est l'heure du grand rendez-vous, et même s'il y a d'autres créneaux horaires, on fait pas comme dans d'autres championnats, on met le match à 13h pour les Chinois, ou à 21h pour le prime time, non, c'est 15h30, et c'est là où ont lieu la plupart des matchs en Bundesliga. Le financement des clubs allemands, effectivement, leur permet aussi d'avoir ce détachement par rapport à ces publics qui sont éloignés. Il y a un match aussi important en Angleterre. En Angleterre, eh bien, c'est même peut-être avec un petit parfum de revanche, d'une certaine façon, même si là, c'est en championnat. C'est Liverpool-Tottenham, affiche de la finale de la Ligue des Champions en mai dernier. 13 points séparent déjà ces deux équipes au classement, mais l'heure peut-être aussi où ces deux équipes, celle de Klopp, qui n'a pas perdu en 9 journées, elle a réussi à faire un match nul l'autre fois, eh bien Jürgen Klopp n'oublie pas et il est très méfiant par rapport à peut-être cet esprit de revanche. Ce souvenir, ce sera bien sûr une motivation supplémentaire pour Tottenham, mais ce sera surtout un match entre deux très bonnes équipes. Nous ne serons pas dans un excès de confiance au point de penser que rien ne peut nous arriver. Et eux, je ne sais même pas combien de points ils ont, ne joueront pas comme une équipe à la traîne. Ils font partie des meilleurs de Première Ligue et ils le resteront toute la saison. Nous devons les respecter et jouer le meilleur football possible contre eux. C'est amusant, Annie, vous nous passez Jürgen Klopp et juste avant, on a eu David Wagner qui était son témoin de mariage. Comme quoi, le championnat allemand, il y a des points communs entre les entraîneurs, ceux qui sont partis. Jürgen Klopp qui ne suit pas les statistiques des Rémi parce qu'il ne sait même pas combien de points à Tottenham. Il fait semblant, n'est-ce pas, il le fait bien. Rémi, ce match, même si il a déjà été disputé entre ces deux clubs il y a quelques mois, évidemment, le contexte est si différent à quoi on peut s'attendre. Un match très compliqué parce que là, Tottenham sort d'une crise où d'ailleurs Pochettino était totalement déjà parti. Alors ils se sont fait un petit 5-0. Et là, ils se sont 5-0. Ça remet un peu de l'espoir. Ça permet de redonner un peu d'air. Oui. Or, Jürgen Klopp sort aussi d'une petite désillusion. C'est-à-dire à Manchester United, il sortait d'une série de 17 victoires consécutives. C'est-à-dire Liverpool avec 17 victoires. Et là, ça s'est arrêté en Première Ligue avec ce match nul où il est sorti étant un peu trop furieux. Certes, peut-être il n'y avait pas Salah qui va revenir. Donc, on se dit que ce Liverpool aujourd'hui, qui sait que la saison dernière, ils avaient 8 points d'avance sur Manchester City. Manchester a réussi à combler les trous jusqu'à gagner avec un point d'avance. Alors, ils vont maintenir leur invincibilité ce week-end ou pas? Je maintiens leur invincibilité. Là, c'est le match qu'ils ne doivent pas perdre et qu'ils ne vont pas perdre. Alejandro? Moi, je pense que Tottenham peut créer quand même la surprise. J'ai plutôt confiance en cette équipe. Elle nous surprend parfois. Personne ne les attendait en finale de la Ligue des Champions. Ils y sont arrivés. C'est une équipe qui ne lâche rien et je pense que c'est peut-être le bon moment pour eux de créer la surprise, même si je suis peut-être un peu trop optimiste. Moi, je les ai commentés cette semaine en Ligue des Champions, leur match contre l'Étoile Rouge. Alors, ils ont largement gagné, effectivement, 5-0, mais en face, c'était quand même une équipe de l'Étoile Rouge extrêmement faible qui a laissé beaucoup d'espace. Et dans lesquels se sont engouffrés Harry Kane et puis également Son, le Coréen, avec un très bon Tanguy Ndombele d'ailleurs qui a fait également 2 passes décisives. Ouais. Mais voilà, je suis pas sûr que Liverpool leur laisse autant d'espace. C'est même certain qu'ils n'en laisseront pas parce que c'est pas vraiment la stratégie de l'équipe. Donc Liverpool gagne souvent de manière serrée. Enfin, ils sont pas toujours. C'est pas toujours très beau, mais ça marque. Eux aussi, ils ont gagné en Ligue des Champions. Dans les derniers instants, et quand ils n'y arrivent pas, il y a un gardien qui fait une erreur. En tout cas, ce qui est sûr, c'est quand on voit le championnat, quand on croise Liverpool ou City, on a du souci à se faire parce que ça va très très vite et c'est vraiment très fort. Donc maintenant Tottenham, perdu Lloris, la défense centrale, il faut se remettre dans le sens de la marche. Puis Salah qui revient bien, qui est rentré en Coupe d'Europe et tout aussi.
Je pense que ça risque d'être compliqué. Compliqué. Ça sera un des matchs donc à suivre dans ce week-end de championnat pour tous ceux qui aiment le football et le football européen, le football de club. C'est l'heure de nos cartons et n'oubliez pas, vous pouvez aussi les regarder, ces cartons, sur Facebook Live, puisque vous pouvez nous suivre à présent. Les cartons. Carton jaune. Un carton jaune. Ouh là 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 là, carton rouge. Carton rouge. Dans la confusion. Carton vert. Extraordinaire. Rien à dire. Marc Libra, avez-vous un carton et de quelle couleur? J'ai un carton vert pour le petit Pépé Bonnet, 16 piges, 16 ans. C'est-à-dire 16 ans et 8 mois. Voilà, gardien de Rennes qui est rentré hier et que... Alors il est rentré, le pauvre, il a tout de suite pris un but, mais après il a... Il a fait quelques arrêts, mais c'est-à-dire que quand on fallait rentrer, quoi. Non, mais il fallait rentrer. Mais j'ai vu des carrières de certains joueurs, pour ne pas les citer, qui ont fait un match et qui ont disparu, quoi. Qu'on a catalogué, voilà. C'était très difficile pour lui. J'espère qu'il va pouvoir rebondir, que son club va surtout le soutenir. Parce que quand vous avez un gamin en Coupe d'Europe, 16 ans, c'est un bébé, 16 ans. Et il est encore au centre, il joue à moins de 17 ans, le petit. Mais Ansu Fati a fait des miracles avec Barcelone. Qu'est-ce que vous dites? Pelé a remporté la Coupe du Monde à 17 ans. Kylian Mbappé, attendez, oui, c'est pas possible. Oui, et le poste de gardien, j'ai vu. Ne compare pas un gamin. On n'a pas le temps de commenter. On ne peut pas comparer un gamin et les joueurs que tu viens de citer qui sont stratosphériques. Donc j'espère que son club va l'aider. Surtout ont été programmés pour rentrer. Alors que là, il rentre en catastrophe parce que le gardien n'est même pas prêt pour rentrer. Voilà, le gardien numéro 1 est blessé, le numéro 2 est exclu. Exactement. Votre carton? Moi, un carton vert à quelqu'un qui ça me fait plaisir de le voir cette nuit avec son club, le Los Angeles Football Club, Carlos Vela, le Mexicain. Il a pris le risque de partir en MLS. On pensait un peu s'enterrer parce qu'il avait que 30 ans. C'est aux États-Unis, donc. Aux États-Unis. Et cette nuit, ils ont fait une partie incroyable dans le derby de Los Angeles en quart de finale du championnat contre le Galaxy d'Ibrahimovic. Et Vela a battu Ibrahimovic. Et je dis chapeau parce que ce garçon qui était promis un grand avenir lorsqu'il avait gagné avec le Mexique le championnat du monde 17 ans en 2005, s'est retrouvé à Arsenal où il n'a pas eu son permis de travail, donc on l'a prêté. Finalement, il a fait une belle carrière à la Real Sociedad, mais il n'a pas eu l'éclosion qu'il aurait pu avoir. Et là, il est en mission aux États-Unis et ça marche plutôt bien. Et avant le match, Rémi, votre carton, Rémi. C'est lui qu'on venait voir et finalement on a vu Vela. Bon, allez, carton vert adressé par Sawadogo Adamo dans ma page Facebook Rémi Ngon officiel à Manchester United qui a pris la décision de suspendre à vie pour injure raciste à l'encontre d'un joueur, Trent Alexander-Arnold. Donc, ils ont pris cette décision et il faudrait que cette Ils ont suspendu qui? Un supporter qui était dans les tribunes. Ils ont réussi à le repérer et puis ils l'ont viré à vie. Donc, c'est quand même un bon exemple, comme le dit un proverbe africain. Et il faut vite se débarrasser du mouton galeux pour ne pas contaminer tout le troupeau. Alejandro. C'est trop facile, mais je vais la faire quand même. Un carton vert à Lionel Messi, quand même. C'est le premier joueur à marquer dans 15 Ligues des Champions consécutives. C'est quand même un énorme exploit qu'il réussit au moment où les votes pour le Ballon d'Or commencent. Donc voilà, bravo à lui. Ouais, on aura encore c'est un pas Ballon d'Or. C'est fini, les votes. Les votes sont terminés. Ils sont pas ça vient de commencer. Un carton de Radio Foot International. Et ce carton, il sera rose, on va dire. Mais en tout cas, pour encourager les joueuses espagnoles de première division en Espagne qui menacent de grève. 93% ont voté une grève illimitée qui n'a pour l'instant pas commencé. Elles négocient un salaire, on va dire, raisonnable et elles demandent 12 000 euros par an, les filles, c'est-à-dire 1 000 euros par mois pour jouer comme professionnelles. Espérons qu'elles seront entendues parce qu'elles jouent au FC Barcelone, à l'Atlético. Hein. Oui, mais ces clubs risquent la faillite apparemment si elles... évidemment. 1 000 euros seulement. Les filles. Merci beaucoup d'avoir participé à ce Café des Sports. Merci aussi à l'équipe vidéo Laure Temperville et Yann. Merci aussi à Laurent Salerno et Pierre Guérin. À lundi. RFI Talent présente Tamayo. Découvrez Sin Limité, le nouvel EP des gardiens de la salsa parisienne sur lequel figure Roca, le célèbre rappeur franco-colombien. Plus d'infos sur musique.rfi.fr/talent. Mondial Sport. Christophe Diremzian. Mondial Sport.
Pour tout savoir sur les temps forts du week-end sur les grands terrains du monde, les résultats, les réactions, les analyses, mais aussi des entretiens, des décryptages et des découvertes pour aller au-delà de la performance et mieux comprendre le sport dans toutes ses dimensions, on vous attend tous les samedis et dimanches à partir de 21h30 temps universel. RFI.